RDS et Balcon présente le petit paquet. Bienvenue à l'édition du 29 novembre. François Côté en compagnie de Stéphane Morneau. Comme Stéphane, d'habitude. ça a été une super grosse fin de semaine de lutte. On s'entend en fin de semaine. Sérieusement, là, c'est comme tout était trop bon. C'était cool, par exemple. On a eu plein de bonnes luttes. On a eu plein de bonnes choses à voir. Puis là, c'est clairement Rhea Ripley qui ressort du week-end comme étant la nouvelle super vedette à WWE. Là. Écoute, on a eu Becky Lynch qui a ouvert les portes, mais là, t'as la nouvelle reine. C'est Rhea Ripley. Tu sens ça un courant d'air ou? Le chant des sources de dérangement. Messieurs, me voilà de retour. Je me suis tellement ennuyé de vous. C'est qui ça? Salut, c'est moi, Mathieu Poulain. J'étais le stagiaire. Avant, maintenant, on m'a dit que je pourrais commencer à faire partie de l'émission. Non? J'ai pas été au courant de ça. Moi, je vais te caler sur cette hypocrisie-là. Bon, tu nous laisses, ça c'est une chose. Tu sais, je veux dire, les horaires font que c'est des choses qui arrivent. C'est pas ça qui blesse, Mathieu. Non, c'est quoi? Ce qui blesse, puis c'est la même chose. Un jour, tu vas avoir des enfants, puis tu vas apprendre que tu peux pas leur faire des promesses que tu pourras pas tenir. Puis là, je vais vous montrer, on va regarder à l'écran quelque chose que Mathieu nous a écrit à nous la semaine passée. Pour essayer de me faire pardonner mon absence, je vais m'arranger pour qu'on parle du petit paquet à la soirée est encore jeune, où je suis invité ce soir. Et là, j'ai écouté, évidemment, La soirée est encore jeune. Je l'écoute à toutes les semaines. T'es là, t'es toi-même. En plus, t'as plein de personnalités. Tu te décris bien. C'est quoi la lutte comme format narratif. T'es toi-même intelligent et charismatique. Puis là, l'entrevue se termine, puis c'est comme... Ben voyons donc. Je te dis, c'est quoi le paquet? C'est que Jean-Philippe Vautier n'a pas ton talent d'animateur pour trouver les bonnes questions, pour amener ses invités aux bonnes places. L'occasion s'est malheureusement pas présentée. J'étais un peu sur les nerfs, on comprendra. Mais oui, je sais, une fois que l'entrevue s'est terminée, je me suis dit, hey, j'ai pas eu l'occasion de parler du petit paquet. Je suis infiniment désolé, messieurs. Cela dit... Parce qu'on voit que t'es plus en mode auto-promo que promouvoir le brand de la gang. Regarde, premièrement, là, on va mettre quelque chose au clair. Toi, là, il y a genre un mois, tu manques pendant 2 semaines. Moi, chaque émission, j'ai comme François, il va nous revenir plus fort, on l'aime. Quand tu reviens, gros câlin. Moi, je manque 2 semaines aussi, aussitôt. Mais ça, c'est pas grave de manquer 2 semaines. Ouais. Mais regarde, là, j'ai aussi été à l'écoute du petit paquet, forcément, quand j'étais pas là. Et Stéphane a formulé une demande, m'a dit, en tout cas, je m'attends à un cadeau. Messieurs, j'ai amené des cadeaux. Au moins, et des là, cadeaux. Cette fois-ci, ce n'est pas de la mélasse, je vous le garantis. Tout le monde dit, tu sais, dans la vie, tu sais, t'as-tu un prix, t'as-tu pas un prix? Moi, j'ai toujours dit, non seulement je suis achetable, mais je coûte pas cher. Fait que moi, un cadeau, puis c'est pardonné, Mathieu. Je les ai même emballés. J'encourage à les déballer maintenant. Ah, ça fait de la bonne radio. C'était la fin de semaine. Écoutez sur YouTube. J'allais dire qu'à ce temps que tu fricotes avec l'UDA, t'es plus du monde. Fin de semaine du Salon du Livre. Je me suis dit que j'allais vous offrir des livres. Donc, Masturbatorium. Oui, un exemplaire de la revue Moebius, une revue littéraire sur le thème de la masturbation. Wow, je reconnais une face familière. Oui, et de ton côté, un livre de Victor Lévy-Beaulieu, des photos de lui avec ses chèvres et ses oies. Écoute, donc, ma vie avec ses animaux qui guérissent. Super couverture du vieux VLB avec des canards. Écoute, ça sent là, le chalet avec les animaux et la... Wow! Fait que je vous remercie. Mathieu, tu es pardonné. Ah, yes! Tu es pardonné. Bienvenue parmi nous. Me voilà rassuré. Mathieu Poulain, auteur à succès. J'espère, si tu nous avais dit la semaine passée que tu étais au Salon du Livre, on t'aurait plugué, mon beau Mathieu, mais tu m'avais pas communiqué cette information-là. Ben, c'est correct. Il faut pas que le petit paquet devienne un outil de promotion. Fuck off, on est là pour vendre des livres. Bon, moi, le but, c'est de faire de l'argent, d'avoir une ligne de produits dérivés, puis de vivre grassement du petit paquet. OK. Les principes, là. C'est pas un plan quinquennal. J'en ai pas de plan. Mettons qu'on prend tout l'argent qu'on fait là, puis qu'on se dit que d'ici une couple d'années, on est capable de faire le double ou le triple. Oh. On va continuer d'avoir fuck all, je pense. On pourrait aller sur Pau Lafayette. Cache-moi le Victor Lévy-Beaulieu. Hey, je l'aime, VLB. Mais tu dis, j'avais pas parlé de mes heures. Oui, t'es encore vivant. Mais je me suis dit, quand je vais te donner ça, Stéphane, il va sortir une ligne de bord. Victor Lévy-Beaulieu, il est temps qu'on l'amène derrière la shed pour le faire. En tout cas. C'est là que je pensais qu'il était déjà, là, mais il s'est fait une shed. Mais j'avais pas mentionné mes heures de présence de signature au Salon du Livre. Cela dit, ça n'a pas empêché plusieurs fans du petit paquet de venir me saluer, de venir me dire allô. Et c'est toujours le fun parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, mais des
les événements comme ça où on est en contact avec le monde, ça me fait réaliser à quel point les gens sont vraiment investis dans ce qu'on fait. Donc, je vous transmets tout l'amour que j'ai reçu parce qu'on est une famille, les amis, puis les gens aiment ça. Puis, ben, merci à tous ceux qui sont passés. Puis, c'est ça. Penses-tu qu'ils savent lire pour vrai ou ils étaient juste pognés pour accompagner quelqu'un pour acheter des cadeaux? Là? Non, j'ai vu l'étincelle de la littérature dans leurs yeux. Ah, c'est merveilleux. Tu rallumes ça chez les gens, Mathieu. J'essaye. C'est parce qu'en même temps, la couverture est tellement belle qu'on a envie de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Si tous les auteurs avaient l'air de ça, ça des pognerait. livres, on en vendrait à tape. Pourtant, Victor Lévy-Beaulieu en a sûrement vendu pas mal. Puis... Dans son jeune temps, avec un petit tank top. Là, tank top? Victor Lévy-Beaulieu. OK. On est là. On va ramener ça sur la lutte. Ouais. C'est ça. C'était pas une blague. Ray Ripley sort du week-end comme étant la nouvelle mégastar à WWE, j'ai l'impression. C'est clair. On a beaucoup entendu parler de Keith Lee, en fait, une fin de semaine, qui a fait de Keith Lee une vedette. C'est vrai. On les lui deux. enlève rien. Mais... Donc, c'est lui qui a sorti Seth Rollins du match Survivor Series éliminatoire. Gros moment avec Roman Reigns. Cela dit, Rhea Ripley, et ça depuis mercredi dernier. En fait, ça a commencé à NXT de la semaine dernière. Le match d'ouverture, c'était Rhea Ripley contre Becky Lynch. Donc, déjà, on considère que c'est Rhea qui mérite d'affronter peut-être une des plus grosses vedettes, des 3 plus grosses vedettes, mettons, de la WWE en Becky Lynch. Et ensuite, à War Games, dans le match War Games, c'est elle qui brille de tous ses feux. Donc, dans une situation 2 contre 4, et c'est elle qui, malgré tout, a le dessus. En plus, elle bat la championne. Il n'y a pratiquement personne qui a battu Shayna Baszler jusqu'à présent. Et ensuite, dans le cadre de Survivor Series, elle est la capitaine de l'équipe féminine de NXT. Et, encore une fois, c'est les filles de NXT qui ont gagné leur match. Fait que, oui, grosse fin de semaine pour eux. Et, on a souvent souligné que, Toni Storm a énormément de potentiel, puis en plus est jeune, mais on oublie que Rhea Ripley, 23 ans, là, elle a encore la vie devant elle. Elle semble déjà être le total package. Donc, moi, c'est l'obsession de ma fin de semaine, Rhea Ripley. Là, vraiment très impressionnant. C'est surtout que Rhea Ripley a comme gagné par comparaison. C'est qu'on l'avait toujours vu un petit peu NXT UK dans les tournois Mae Young. Fait que c'est des petites doses, mais là, on l'a vu abondamment et comparé justement à toutes les vedettes féminines de la WWE. Puis elle avait jamais l'air pas à sa place. C'est ça. Donc, c'est comme, puis ça fait du bien, tu sais. Rhea Ripley, quand on l'a présentée, était plus méchante, vu qu'elle est quand même imposante. Ils se sont dit, ça va être celle qui bardasse les autres. On va la mettre méchante, forcément. Mais elle est devenue une anti-héros sans nous le forcer. Elle n'a pas demandé rien. Ça dit juste, je suis en opposition avec Shayna, fait que le monde aime ça. Je vais être en opposition avec les filles de Raw SmackDown, mais le monde aime NXT, ils vont m'aimer aussi. Fait en 4-5 spectacles, dans une storyline, Rhea Ripley est la plus grosse babyface d'NXT. Et on attend juste l'explosion de l'épisode qu'on a vu d'hier aussi de NXT, les images qu'on a vues sont tout de suite en mode, là, on part ça, Shayna puis... Rhea Ripley, c'est maintenant, c'est pour le prochain takeover. Et c'est ce qu'on anticipait. Mais là, cette fin de semaine-là, on disait toujours, Shayna, elle manque d'aspirante, c'est un peu plate son règne. Puis là, pow, elle a défoncé les portes. Là. Tout le long, pendant le règne de Shayna, des fois, on a questionné, ça n'aurait pas été le moment peut-être là, d'y faire perdre ou de le donner à Io. Il y a eu plein de gens qui ont été... Bianca Belair, exactement. Puis là, on se rend compte que non, finalement, parce que tout le long, il n'y avait pas de challenger assez crédible pour la battre de manière réaliste. Puis là, on l'a. Shayna est main roster bound, on s'entend. C'est une question de semaines avant que... En fait, c'est une question on va la voir tranquillement, probablement. Elle va faire le double duty. Puis... elle va faire partie du main roster plus tôt que tard et on peut s'attendre à un changement de garde justement au prochain TakeOver. Surtout que présentement, le roster principal manque cruellement de filles qui sont là. Mais je veux dire, honnêtement, moi, je m'attendais, en plus, quand on a vu que Survivor Series allait se terminer avec le match féminin, j'étais persuadé que ça finissait avec Ronda Rousey qui faisait un retour. On va revenir tantôt. On va revenir ça. Il y a du matériel là-dessus, mais tu sais, la beauté de NXT puis de Rhea Ripley, elle m'a fait oublier que Toni Storm était là. Puis Toni Storm, je l'attends. Ça fait un an que je dis Toni Storm, elle s'en vient, ça va être hot. Rhea Ripley lui a fait de l'ombre, carrément. Là, je vous pose une question, OK? Parce que une des réactions, justement, qui était assez présente sur les médias sociaux, justement, après le week-end, c'était Rhea Ripley va main eventer un WrestleMania éventuellement. Est-ce que, 1, vous y croyez? Puis 2,
plus tôt que tard? Est-ce que c'est quoi là, maintenant là, le ceiling, les attentes par rapport à Ripley? Je sais pas, tu sais. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit un nouveau jouet brillant qui est impressionnant, on dit tout de suite « Hey, main event de WrestleMania d'ici 2 ans ». C'est une possibilité, c'est certain, mais il n'y a rien qui est écrit dans le ciel avec elle. T'sais, là, ça se passe bien, mais on ne l'a pas encore vu énormément. Peut-être qu'elle a des failles qu'on n'a pas, encore découvertes. Donc, moi, pour l'instant, si on se fie juste à son casting, à son aura jusqu'à présent, puis les habiletés qu'elle a dans le ring, j'y crois, mais je pense que c'est loin d'être une garantie. T'sais, on a eu un main event féminin l'année dernière. Je pense que la WWE maintenant peut dire on a fait une fois un main event féminin. J'ai pas l'impression que ça va se reproduire avant plusieurs années. En plus, malheureusement, ils ne l'avaient pas nécessairement sorti du stade pour plein de raisons. Entre autres aussi les circonstances. On était là, il était rendu minuit et demi. Là, fait que ça se pourrait que ça prenne quelques années avant que ça revienne. Ça va prendre Ronda Rousey, j'ai l'impression, pour que ça se reproduise. Ce qui est pas malheureux, mais c'est ironique à dire, son jeune âge pourrait être défavorable. Okay. Parce que le temps qu'elle serait peut-être rendue à prendre la place de Becky, par exemple, ben, de la façon que la WWE nous présente des choses, on se fatigue. Fait que si c'est Rhea Ripley comme ça pendant 3 ou 4 ans avant qu'il lui donne l'étape de plus, ben, ça se pourrait qu'on tombe dans une redite. Mais à son avantage, Rhea Ripley, puis ça c'est un truc que j'ai remarqué là, de parenthèse, elle a, sans dire qu'elle casse un moule, c'est pas non plus quelque chose qu'on n'a jamais vu à la lutte, c'est de plus en plus concret qu'ils prennent une distance de la lutte féminine, c'est pas toujours des filles, je vais prendre des gros guillemets, filles. Rhea Ripley est une badass. La paire d'épaules que sur cette fille-là, c'est comme une présence physique. Parce que, même Becky, The Man, c'est quand même un archétype. Un grand héros, c'est féminine. On sortait pas du moule. On sortait un peu du personnage. On la présentait plus. Mais ça restait de « Hey, ça a fait une tournée média. C'est quand même une belle femme. Becky Lynch. » Elle était classique dans son genre. Rhea Ripley arrive. C'est la même chose avec Charlotte. C'est la même chose avec Sacha. Bayley, je connais des gens aussi qui trippent aussi sur justement le type qu'elle est. C'est pas dans la bonne direction, mais tu vois que l'esthétique est encore importante. Exactement. Là, c'est sans dire que Rhea Ripley n'est pas une belle femme séduisante, c'est pas ça le point. Le point est qu'elle a son style à elle et moi, le déclic s'est fait dans la très longue histoire courte. Ma fille est plus tomboy. Ma fille est plus baseball, elle est plus sport. Les affaires de filles, ça y parle pas. Puis elle a 9 ans, c'est très, très linéaire. Et elle a vu Rhea Ripley, je le voyais dans ses yeux comme... Elle est donc bien cool, elle a son côte de cuir, elle est badass, elle arrive avec des chaises, puis tu sais... même Shayna Baszler, c'est ça aussi, là, elle est là parce qu'elle est badass. C'est ça, elle a réagi à Rhea Ripley, puis à Jimmy avec. Ben c'est ça. T'es dans le trouble. Elle a ce style-là, mais tu sais, là où je voulais en venir, c'est que Rhea Ripley, elle le fait de façon organique, parce que la E a déjà essayé ces affaires-là dans les années 90, genre Luna Vachon, on nous soulignait ça, elle est différente, elle est gothique, mais tu sais, c'était tout le temps cartoon, puis... La lutteuse brillait pas là-dedans. Elle était utilisée pour un casting de différence ou pour faire des jokes ou pour mettre quelqu'un d'autre en valeur. Mais là, c'est juste pow! Mais ça, c'est la beauté d'NXT. Parce que ça reste toujours la part par rapport à un lutteur NXT. Dès que tu montes sur le main roster, pour Vince, on dirait que tu n'es qu'une chose, c'est-à-dire que toutes les nuances qui peuvent avoir déjà été établies, on a juste à penser à Nikki Cross. Les exemples sont très nombreux. C'est que dès que tu arrives sur une main roster, tu deviens une chose. Mais tu viens de le dire, justement, dès que tu montes vers le main roster, je pense que depuis cette fin de semaine, on ne peut plus considérer qu'arriver à Raw ou à SmackDown, c'est une promotion par rapport à NXT. Puis je pense que, justement, le booking de Survivor Series qui a été fait, de donner autant de victoires à NXT, c'est le but principal, c'est justement d'établir la marque comme étant une marque équivalente, voire supérieure en termes de lutte, là, en termes de puissance, si on veut, des lutteurs par rapport à Raw et SmackDown. Après l'émission d'hier soir, hors d'onde, il y a une arbitre qui... Ciampa a annoncé que, je ne me rappelle plus du nom de l'arbitre, mais que c'était le dernier match qu'elle venait de faire à NXT, qu'elle s'en allait à SmackDown. Puis elle a parlé, puis elle a appelé ça un move latéral. Tu vois, là, on commence à pousser cette mentalité-là.
c'est comme un mal, pas un mal pour un bien, c'est un bien qui vient d'un mal. On s'entend que cette décision-là de monter NXT, c'est pas parce que Vince soudainement aime NXT. Vince n'aime pas perdre, et là, il perdait contre All Elite Wrestling le mercredi. Donc, la solution est on va donner un push à NXT pour essayer de battre. Donc, ça semble pour nous autres, c'est un que... bien, c'est cool, ça monte le spectacle, mais ça vient quand même de la petite place un peu malsaine, genre, c'est moi le meilleur, je veux gagner. Donc, là, ça nous rend service. Peut-être qu'éventuellement, ça va être le contraire parce que justement, Vince a plus un droit de regard sur ce qui se passe à NXT. Donc, il faut faire attention. C'est une arme à double tranchant. Là, c'est un beau booking, une belle semaine de lutte pour NXT. J'ai des mini-réserves. C'est bien, toi. Ça, moi, dans le fond, ça faisait comme un mois là, que je regardais la lutte autour de Crown Jewel. Puis là, souvent, là, j'étais dans mon sofa, je regardais la TV, je me posais honnêtement la question, mais j'aime-tu encore ça, la lutte? Genre, c'est pénible pour moi à regarder le produit présentement. Il y avait un petit peu de lumière avec AEW, mais même là, on dirait que la mauvaise qualité du produit de la WWE me motivait pas à écouter de la lutte en général. Tandis que là, avec la fin de semaine qu'on vient d'avoir, moi, j'ai comme écouté 14 heures de très bons produits de lutte, et là, ça a contribué là, vraiment de façon efficace à me hyper. Moi, j'arrive comme super enthousiaste. Puis toi, oui, c'était le fun, là, mais n'oublions pas. Non. N'oublions pas que la vie, c'est de la merde. Savourons présentement la belle fin de semaine de lutte qu'on vient d'avoir. Il y a quand même eu Raw lundi pour nous ramener à l'ordre. mais même Raw, en général, c'était quand même pas pire. Je veux dire, on peut pas s'attendre à ce que Raw... C'est le premier à avoir trouvé que c'était un bon Raw. C'était un bon segment d'ouverture, mais c'était 3 heures puis là, en tout cas. OK. Revenons à War Games. Okay, faisons le tour un peu de War Games. On a ouvert avec le combat féminin des femmes et pour moi, ça a juste descendu après ça. Ça a été le highlight de la soirée. Pour moi, c'est de loin le meilleur match de la soirée. Parce que la manière qu'on a construit Rhea en plus, il y a eu plein de belles histoires qui ont été racontées. Le turn de Dakota Kai était fait à la perfection. Ouais. C'est l'exemple parfait de c'est pas parce que tu sais que quelque chose s'en vient que c'est nécessairement mauvais de le voir venir. Au contraire, quand c'est arrivé, c'était comme oui. Puis en fait, quand tu dis ça a descendu après, la pente descendante n'était pas très abrupte. Non. Parce que on s'entend que le reste de la carte était quand même excellent. Mais je reproche plus de choses au War Games des hommes qu'à celui des femmes. Le War Games des hommes, c'est un spot fest. C'est ça. La principale différence entre les deux, c'est que les femmes ont réussi à raconter plein d'histoires, alors que du côté des hommes, il y avait comme Kevin Owens qui était l'histoire. Mais mis à part ça, plein de petites choses, notamment l'utilisation des menottes que j'ai trouvées. On commence le match. Là, tu as Shayna, me semble, qui va essayer de menotter Rhea Ripley, mais elle ne réussit pas à le faire au complet. Rhea se bat tout le match avec juste une menotte dans les mains. Et comment ça se finit? Ça se finit avec Rhea qui, retourne ça contre l'agresseur original, qui menotte Shayna contre elle et qui lui fait un pump and handle, genre quelque chose, slam dans une table pour la victoire. Ouais. Là, j'ai fait comme, OK, non, ça, c'est une définition de ce qui est un match de lutte qui est bien écrit, puis à travers ça, comme tu dis, tu avais heel turn, tu avais un 2 contre 4. C'est comme, OK, c'est comme ça qu'ils veulent écrire que les méchantes vont gagner. Ouais, mais c'est ça qui était bien joué. Puis, non, c'était tu avais des spots spectaculaires quand même. Ouais. C'est sûr qu'on se souvient d'Adam Cole puis Ciampa à la fin du gala, mais n'oublions pas le moonsault de Io Shirai du top de la cage, comme si rien n'était. Je dirais toutes les femmes. Non, je veux dire toutes les femmes. La championne britannique, là, elle, je n'ai pas trouvé qu'elle a particulièrement brillé dans ce Kaylee Ray. Kylie Ray. Je n'ai pas vraiment remarqué. Brillé, mais c'est comme Frank disait, c'est que celui des hommes était plus un spot fest quand on va en parler tantôt. Et le piège du premier War Games féminin, c'est ils vont juste vouloir faire plus puis copier ce qui a déjà été fait. Ouais. Mais ils sont juste allés ailleurs. Et tu sais, là, on a parlé en long puis en large de Rhea Ripley. On est très, très content de ça. Mais Candice LeRae aussi a été l'acolyte qui était là, qui a tout pris les coups. Et Shayna, oui, elle run la place depuis un an. C'est la méchante en chef. Mais elle n'a pas énormément de nuances dans son personnage. Tandis que là, elle était comme confiante. Elle était juste comme je t'ai eu, Rhea Ripley, ça va bien aller, 4 contre 2, pas de stress. Tu sais, c'était
l'exemple parfait là, du méchant over-confiant qui dit tout son plan à Batman, puis Batman va s'en souvenir dans 10 minutes, bon, puis le c'est bat. bon. Mais tu sais, même si on l'a déjà vu plein de fois, c'était super efficace. Et le lendemain, il y a eu une suite à Survivor Series parce que Rhea Ripley s'est souvenu, Candice LeRae, t'as eu mon back. Les deux autres, j'étais contre vous autres hier, mais vous étiez là, vous étiez des bonnes warriors, donc tout de ce combat-là avait une belle unité, puis cette division féminine-là est super forte parce que tu as 5 rivalités actives à l'intérieur de tout l'ensemble et le championnat autour de tout ça. Quand est-ce que tu vois ça dans les divisions féminines Ben, à la c'est lutte, ça. dans l'écosystème de la WWE, 5 histoires différentes, d'habitude, t'en as une et demie. Puis là, c'était ça le War Games des femmes. C'était pas une affaire de drapeau, puis ma gang est plus forte que ta gang. C'était une guerre, 2 cages, puis l'esprit était là. C'est ça que j'ai aimé le Ça plus. continue d'highlighter comment la division féminine de Ben NXT, c'est la meilleure division féminine au monde. là. C'était un bon. Ben, en tout cas, en Amérique, disons. Puis, à leur défense, la beauté de tout ça, c'est quand justement il y a eu le heel turn de Dakota Kai, moi j'étais sûr que c'était fini, que c'était comme ça va être plate. 4 contre 2, ils vont juste tirer ça, 5-10 minutes. Ça a été... Merci, bonsoir. Puis c'est à partir de là, au contraire, que le combat a pogné toute sa vitesse. Puis j'étais comme. Puis là, OK. Dakota Kai, hier, s'est pointé avec le knee Ouais. brace à Ouais. NXT. Fait que, tu sais, c'est comme on continue. Avec une nouvelle tune. Rhea était déjà en train de courir après Shayna. Fait que, tu sais, on donne du temps, on s'implique dans les histoires féminines, puis c'est vraiment intéressant. Étant Puis donné là- que j'ai pas écouté tous les épisodes hebdomadaires depuis dans les derniers mois, j'ai juste comme manqué le moment où Bianca Belair est devenue méchante. Dans ma tête, c'était une gentille. C'était plus par association pour les War Games. Où Ok. ils faisaient des équipes. Puis à un moment donné, il était comme trop. Il y avait comme 3 demi-factions. Tu sais, il y avait Shayna, sa gang, puis il y avait 2 factions. Puis je pense que Rhea voulait pas de Bianca, fait que Bianca est allée Ok. du bord à Shayna. En tout cas. C'était plus par association. Moi, je qu'autre chose. prendrais Bianca Belair dans mon équipe anytime. À Tu sais, on parle beaucoup de Rhea, de Shayna, etc., mais n'oublions pas Bianca Belair. Moi, je trouve que elle est dans le top 3 de cette division-là, sans l'ombre d'un doute. Je suis bien enthousiaste par rapport à elle. Bon, du côté des hommes, on n'a pas le choix de commencer. On va parler de KO, mais avant, il faut parler du spot final, justement. Seigneur. Bon, OK, c'est spectaculaire, tu sais, holy shit, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'on aime ça, ces spots-là? Je sais pas, hein. Je sais pas. Honnêtement, j'aime le fait que tout s'est bien passé, puis que Ciampa a protégé Cole du mieux qu'il pouvait, mais tout le long qu'il était titubant en haut, puis que ça, tu sais, c'était pas évident là, de s'installer, ça tenait sur des chaînes un peu C'est ça. molles. Puis j'étais comme, tu sais, il y a tellement d'affaires qui auraient pu mal aller, genre, il glisse, il se tient pas bien. Tu sais, là, oui, ça a super bien été, probablement qu'il avait mal un peu partout, parce que c'est quand même très haut, mais t'as trop d'impondérables pour que ça vaille la peine. Tu sais, oui, là, j'ai cette image-là d'imprégné, puis moi, le premier, là, j'étais sur le bout de mon divan, je me dis, il va pas le faire, il va trouver une façon de... Cole va glisser, puis il y en a juste un des deux qui va tomber, puis ça va être plus safe. Mais non, il l'a fait all-in. Je suis comme, oui, mais là, arrêtez, c'est comme... Ça va mal finir, là. C'est ça la crainte. Puis il y a des prix à payer aussi, c'est que le setup de cette prise-là n'avait aucunement l'air naturel. Ça n'avait aucun sens que Adam Cole se laisse faire, s'aide de cette façon-là. Mais en même temps, on comprend parce que c'est tellement dangereux qu'il faut qu'il le fasse de façon sécuritaire, mais plutôt que de faire monter en moi les attentes, ben, cette espèce de petite 10 secondes-là où il s'installe m'a fait décrocher un petit peu de l'histoire qui était raconté. C'était plus de la lutte, c'était juste de la cascade. Puis c'est le problème, c'est que dans les 2 éditions précédentes de War Games, on a cité le match de War Games comme étant beaucoup un match à spot. Chacun des matchs de War Games masculins, c'est toujours fini par ce genre de gros spot-là. Ou en tout cas, Ricochet, il y a toujours un... Puis là, on continue de monter la mise, puis éventuellement, t'es au casino, t'arrêtes pas de c'est ça, quelqu'un va aller trop t'arrêtes pas de loin. faire kit au double sur du 50-50, puis tu gagnes, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on va perdre le jour où ça va aller trop loin. Puis on n'est pas loin du trop loin parce que tu c'est peux pas tant aller plus haut qu'une cage. Le oui des tables, ça amortit. Puis tu sais, Mathieu en a parlé. Ce que Ciampa l'avait déjà fait avec Gargano, mais de moins haut. Mais Un il y white avait noise, au moins il peut protéger le cou avec son c'est bras. ça, mais il y avait une montée dramatique. Là, c'était Gargano était complètement défait parce que c'était le last man standing. Puis tu sais, il n'y avait plus de jus. C'était normal qu'il se laisse faire. Là, c'était juste comme pas organique. C'est ça. Puis t'es comme...
OK, c'est fou, là, puis Ciampa il a jamais été aussi big, puis tout le monde capote, mais Ciampa, il revient d'une blessure, là. Je m'excuse, là, il s'est fait fusionner des vertèbres, là. Peux-tu juste... Fais du mat wrestling 5 Adam minutes, Cole là. un poignet oui. presque cassé. C'est ça, puis le mercredi d'avant, il se faisait powerbomber dans une échelle par Dijakovic, puis le lendemain... Il avait besoin de relutter le lendemain, puis hier, il a pris le bum de la soirée. Ben oui, avec NXT, Keith Lee. Quand Keith Lee Mais, l'a tu sais, catapulté dans la foule. Adam Cole a eu une cibole de fin de semaine. Ouais, il y a Parce eu que un le cibole de combat mois, contre en Pete fait. Dunne, ça m'a réveillé dans le Survivor Series. C'était pas un très bon show, mais c'était un bon show. Mais hey, c'était long, là. Moi, je trouvais que c'était un bon show. Ah non, c'est c'est long long, parce c'est que long. c'est des gros galas, mais c'était quand même... Finissons avec NXT. Ouais. OK? Fait que là, Kevin Owens, il faut quand même qu'on en glisse un mot. Le Là, pop de c'est là que il est over. c'est là que tu vois la différence. C'est là que tu vois quand même qu'il y a une différence entre un lutteur, une star NXT puis une star main roster. Ouais. Parce que là, tout le monde réagit. Le pop est extraordinaire. Il a dit à After the Bells, le podcast de Corey Graves, qui moi, ne m'intéresse pas. Là, pour vrai, on en a parlé déjà un peu. Là, c'est vraiment... on fait semblant que c'est shoot, mais c'est une grosse machine à propagande, on s'entend. Corey Graves étant quelqu'un qui est de plus en plus limite. Là, on discutera un peu de l'histoire avec Moreau. Mais KO a dit dans cette conversation-là que depuis quelques années, depuis qu'il n'est plus à NXT, à chaque fois qu'il y avait des blessures ou des situations comme ça, qui textait Triple H en disant « Si tu as besoin de moi, je suis disponible. » Puis que là, quand Gargano s'est blessé, qu'il l'a fait, puis que là, pour la première fois, il y a eu une réponse « Ouais, ça se pourrait. Je suis en train de checker ça. » Fait que c'est intéressant de voir ça. Puis bon... Puis soulignons aussi qu'il y avait ça va son être un chandail one-shot. original comme en duct tape. Il est rentré avec sa vieille entrée. C'est puis ça. son entrée NXT. Puis ça nous a mené à... Tu sais, là, les gens ont posé la question après, est-ce que KO fait le déplacement de façon permanente? Non. Non. De la façon que le commentaire était amené durant War Games non plus, ça semblait assez évident. Mais ça a pu mettre de l'huile sur le feu. Ça a mis de l'huile sur le feu, mais Survivor ça a Series, puis ouvert Raw. la porte, par contre, à Triple H mardi. Je pense mardi ou lundi, à le show avec Renee Young là, backstage, que là, il a confirmé qu'il y avait une politique de porte ouverte à la NXT. De si les gens veulent venir à la NXT, c'est possible. Donc, l'hermétique des deux brands entre Raw et SmackDown n'a pas l'air à s'appliquer avec la NXT. Donc, est-ce que, encore là, comme je disais tantôt, ça vient de Vince ne veut pas perdre. Fait que je pense qu'il se garde la porte de on va lancer des surprises à la NXT. OK, il faut passer à autre chose parce que là, on va manquer de temps. Les deux matchs qui étaient pris entre les deux War Games, C'est correct. moi, j'ai trouvé ça difficile d'être vraiment dedans parce qu'après un War Games, puis en sachant qu'il y en a un autre qui s'en vient, Matt Riddle contre Finn Balor, quand même, c'était solide. Ben oui, ça a été solide. C'était le match entre Don Priest et Killian Dane. C'était ce que c'était. Là. Ça avait des gens qui l'ingrat ont- d'arriver après un C'est ça. high. Là, Ce qui m'a surpris dans ce match-là, par exemple, le Triple Threat, c'est que je savais pas que Killian Dane faisait le One Wing Angel de Kenny Omega. Il l'a fait 2 fois dans le match. Donc, c'est assez récent. ça m'a surpris. Parce que Vince n'aime pas perdre. OK, ouais, fait qu'il Tout il est reprend dans le tout, move. Mathieu. Tout est dans tout. Merci pour ta sagesse. Bon, Survivor Series. On en a parlé. NXT remporte la soirée. 4-2-1. Donc, assez en plus. De façon définitive. assez définitive. On veut établir NXT comme étant un brand à part entière. Puis, encore là, bon, c'est toujours le problème d'une carte trop longue maintenant avec les pay-per-views de la WWE. C'est éternel. Il y a eu plein de bonnes choses qui, dans une carte plus courte, auraient ressorti. Puis là, font juste finalement finir par se fondre parce que... Surtout avec des matchs aussi, quand tu as 15 personnes autour du ring, 2 fois des matchs à 15 personnes, c'est épuisant à regarder. Il y a tellement de choses, dans le fond, auxquelles on doit rester attentif que lorsqu'on arrive à la fin du gala avec un match qui avait du talent, mais je pense que personne n'avait l'énergie de s'investir dans ça. Donc oui, on paye pour la longueur. Là, les deux 5 contre 5 contre 5... Je peux pas dire que j'ai aimé ça. C'était correct cette année, mais il faudrait pas que ça devienne la norme, je pense, pour les ça prochaines fait années. quelques années qu'on fait Ouais, qu'on puis est là, Mais dans c'était ce 5 contre 5. C'est vrai. Mais C'est là, ça, la à troisième... 15, puis, écoute, c'était long. Là. Il y a des bons moments. Puis mettons qu'on commence par celui des hommes. Avec, on a parlé de Keith Lee tantôt. C'était cool, la finale. Seth Rollins, Roman Reigns, Keith Lee. Mais ça faisait déjà une demi-heure. J'étais là. J'ai débarqué souvent. Là, il y avait des bons moments, mais il fallait que tu me raccroches à chaque fois que tu me faisais un King Corbin qui élimine Chad Gable.
j'avais du stock d'un petit Raw au travers de des trucs le fun. Fait que, trouver une façon de l'assainir, rendez ça plus rapide, mais c'était tellement classique de Chad Gable a 2-3 bonnes manœuvres, pif paf pouf, pow, on l'élimine. Kevin Owens a 2-3 bonnes manœuvres, pow, on l'élimine. Tu sais, c'est comme Walter, on long, l'élimine après 38 secondes. J'ai oublié qu'il avait été là. Fait que ça a tellement été long que je comprends l'idée, je comprends le but, puis d'installer des petites choses, mais il faut trouver une meilleure formule parce que faites-les 3 contre 3 contre 3, à la limite, c'est longtemps. Le seul gars qui est champion dans le combat qui perd, qui se fait éliminer en premier Walter, il y a quelques minutes. Fait que non, ça m'a dérangé, puis ça m'a turné off un peu sur le combat. Puis les gens étaient pas contents de ça. La foule était bien enthousiaste de voir Walter. Je pense que personne s'y attendait trop de voir Walter dans l'équipe de NXT. Mais justement, les huées n'ont pas tardé. Puis tu sais, le monde de Chicago connaissent bien la lutte, ont eu la All Elite pour le premier All-In. C'est un public quand même gourmand. Et si tu leur donnes des trucs comme ça, ben tu les magasines, les CM Punk Chant, parce que le monde va se tanner, puis ils vont débarquer. Fait que, tu sais, faut que tu sois conscient, douter, comme quand tu es à Montréal. À une certaine époque, ben, tu t'es magasiné les You Screwed Brett si tu jouais avec le public d'une certaine façon. Sans dire qu'ils ont fait exprès, ils n'ont pas fait attention, puis ils ont couru un peu après le problème. Ben, c'est le risque aussi de mettre autant de monde qui sont populaires dans un match à 15 ou en bout de ligne, il faut qu'il y en ait 14 qui soient éliminés. Donc, tu as un gagnant, 14 perdants, c'est sûr que tu vas froisser des gens. Brock bat Rey Mysterio. Dominic looked good. Ben, Dominic, j'avoue que j'aime bien cette histoire-là. Puis justement, à Raw lundi, Rey Mysterio qui s'empare du championnat des États-Unis avec un beau moment d'émotion avec Dominic. Il a l'air de célébrer avec son père. Ben, mais c'est ça. c'est ça. Comme Mysterio, là. Oui. Mais tu sais, au début, quand je voyais ça, je me suis dit, bon, ils vont comme nous forcer une histoire de père et fils pour avoir des belles émotions. Puis j'embarquerai pas, mais je dois avouer que j'embarque puis je trouve ça cool. Puis justement, Dominic, je veux dire, au sein du vestiaire, c'est sûr que commencer sa carrière en se faisant varloper par Brock Lesnar à plus d'une reprise, ben, ça lui donne quand même une espèce de crédibilité. Là, il est en début d'entraînement, il est inscrit à l'école de lutte de Landstorm. Apparemment, il n'a pas commencé encore, là, mais c'est dans ses plans, il veut travailler là-dessus. En tout cas, il s'est bumpé pour l'instant. C'est un des meilleurs teachers. Puis le Frog Splash était efficace. Tout ce que tu viens de dire, Mathieu, là, je suis complètement de l'autre côté. C'est vrai? Ah ouais, ça marche Tout pas. ce storyline-là est une insulte à mon intelligence. Comme le moment Rey Mysterio Dominic, c'était contre Brock Lesnar qu'il fallait qu'il arrive, pas contre AJ Styles le lendemain à Raw. C'était un très mauvais combat. C'était tout croche. Brock Lesnar n'a pas d'affaire à gagner ça comme ça. Il se fait battre à 2 contre 1, à coups de chaise, à coups de tout ce que tu veux. Il se relève comme si de rien n'était. Puf, paf, pouf, m'en va chez nous. Puis là, le lendemain, tu nous décales tout ça. Puis là, soudainement, Rey Mysterio est de shit. Puis Dominic est son poulain. Puis tout le monde est heureux d'être content. Là. Tout ça, là, c'est de la boîte. Ça a été mal pensé. Il n'y a aucune vision à long terme. Parce que là, AJ Styles a l'air d'un cabochon. Brock Lesnar est parti. Il ne reviendra pas avant un bout. Puis là, Rey Mysterio a juste l'air d'un dude qui se fait aider par son ado prépubère qui a de la misère à faire des frog splash. Il n'y a rien de ça que j'ai aimé. N'oublions pas que dans la victoire de lundi soir, Rey Mysterio a quand même été aidé par un RKO de Randy Orton. Donc, c'est quand même quelque chose de différent par rapport à dimanche soir. Encore plus l'air fait. Il n'y a rien de ça qui aide personne. Tout le monde a l'air d'être des perdants, à part Brock Lesnar qui est parti chez eux. OK. Bon, c'est comme d'habitude. Brock Lesnar over... Je te le dis, dans 3 semaines, Rey Mysterio est soit plus champion, soit... Ça, j'en doute pas. On voulait juste avoir le petit moment. On voulait avoir le petit moment de célébration familiale. Moi, j'ai trouvé ça cute. Fait que la vie, c'est de la merde, puis après ça, tu meurs. C'était n'importe quoi. Le Finn Bray Wyatt qui a battu Daniel Bryan dans le milieu de la carte. En fait, 7e, 8e combat. Au milieu de la carte. Dans le match pour le championnat universel, sous la lumière rouge encore. Il y avait tellement de stock, puis c'était tellement comme perdu au plein milieu que honnêtement, là j'essaie de me rappeler de ce qui s'est passé, puis je blinque. Ben, c'était un match honnête. Jusqu'à présent, j'ai pas vu de match de Fiend qui m'a vraiment captivé parce que j'ai encore de la difficulté, je pense, à m'habituer à l'éclairage rouge. Je me dis, pauvre gars aussi, il lutte avec un masque. Donc déjà, sa vision périphérique est limitée. Puis là, l'éclairage, j'ai l'impression que ça doit être difficile pour lui de bien voir. Un masque, il y a une tradition mexicaine de 150 ans. Ouais, mais avec l'éclairage, en tout cas. Mais le match lui-même était pas si mémorable. Il y avait... on
s'attendait, je pense, personne à ce que Daniel Bryan gagne. Cela dit, il y a une chose que j'ai trouvée vraiment intéressante avec The Fiend. C'est comme une théorie que j'ai vue passer et il faudrait vérifier. On se souviendra que dès le début de l'établissement du personnage, il y a deux masques. Pas deux masques, deux gants. Un gant Hurt et un gant Heel. OK? Je voyais quelqu'un sur Reddit qui disait il faudrait vérifier si, dans le fond, puis ça paraît, c'est le Mandible Claw. OK? La théorie du gars, c'est que Bray Wyatt a utilisé le gant Hurt contre Finn Balor et contre Seth Rollins. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là? Il vire méchant. Et il a utilisé le gant Heel avec Daniel Bryan pour faire son Mandible Claw. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il vire gentil. Il repart son Yes Chant. Je sais pas, ça va l'air juste une théorie comme ça serait à vérifier, mais si c'est vraiment ça le thinking, c'est vraiment hot. Ouais, le Reddit va loin. Crois-tu vraiment qu'il y a en même temps... Ben, je sais pas, Bray Wyatt nous a prouvé à plus d'une reprise que c'est quand même, il est quand même très cérébral dans son développement de personnage. C'est du fait de ses bookings. Ben, peut-être, mais en même temps, tu sais, les gants Heel et Hurt, on les a pas vraiment réutilisés de façon donc claire, mais peut-être que c'est en sous-texte depuis le début. Ça serait à vérifier. Sauf que là, ils vont manquer d'ampoule rouge parce qu'on dirait qu'ils descendent d'une couche de rouge à chaque combat. C'est de plus en plus rouge. À un moment donné, ça va juste être un écran rouge. Peut-être slacker un peu sur le rouge. Moi, je suis pas d'accord avec ça. On voit pas grand-chose. Roderick Strong, encore une fois, bien paru. Il est sorti... c'est un des combats où que le résultat était quand même le plus surprenant avec Shinsuke et AJ Styles. De voir Strong remporter, c'était une belle surprise. Puis c'était bien le fun. Il faut s'en aller du côté du main event. Shayna qui remporte contre Becky Bayley dans un match que apparemment Vince n'a pas aimé, que la foule était down. Est-ce que c'était juste... Est-ce que c'est l'absence de Ronda Rousey qu'on dirait que tout le monde espérait qui a amené ça? Je pense que c'est l'absence d'histoire dans le match. C'est ça. Il y avait des prises, mais il n'y avait pas de montée dramatique, il n'y avait pas de construction qui faisait en sorte qu'on s'investissait davantage. C'est ça le problème. On avait besoin d'une bonne histoire, il n'y en avait pas. C'est l'absence d'histoire, c'est l'absence d'enjeu, puis la soirée n'avait pas de rythme. C'était trop des montagnes russes, donc tu peux pas juste... Ton public est désinvesti à ce moment-là. Je pense que dès le début du combat, le monde était essoufflé et c'était difficile d'aller rallier ces gens-là. Puis c'était pas le combat de l'année non plus. Donc, si tu as un combat ordinaire devant une foule fatiguée, c'est pas une bonne équation. Puis c'est triste parce que sur papier, on était comme cool. Puis ils ont donné le spot de fin de soirée. Ils leur donnaient l'affiche. Puis on était comme, ils vont-tu vraiment finir avec ça? Peut-être pas. Finalement, ils l'ont fait. Ils ont fini avec ça. Sans Ronda Rousey. Donc c'est une confiance envers les trois femmes qui étaient dans le main event. Mais la sauce n'a pas pris. Puis j'ai peur que ça ampute les prochaines chances de... Ouais, là, on vous a donné un gros show, puis ça n'a pas levé, fait qu'on va peut-être vous redescendre d'une coche ou deux, tu sais. Mais surtout, les problèmes, tu sais, Shayna Baszler, comme technicienne, quand même très bonne, mais tu sais, Bayley puis Becky Lynch, ça n'a jamais été les meilleures lutteuses en tant que telles, d'un point de vue de technique, d'improvisation dans le ring. Ce qui faisait leur force, c'est les personnages, leur capacité à raconter des histoires. Puis là, comme je le disais, on n'a pas cru bon faire un match qui exploitait leur force. On leur a demandé de se débrouiller juste en se tapochant, puis c'était pas assez. Ouais, donc tu sais, Survivor Series finit sur une fausse note. Frank écoute plus. il s'informe sur la masturbation. Je check s'il y a des photos. Il est exactement comme la foule des Survivor Series, là, après un certain temps. C'est terminé, on l'a perdu. Et ça, tu sais, fait que là, le SS comme ça nous amène à Raw, qui était comme, fallait faire suite au Survivor Series. On était encore à Chicago, donc c'était à cette heure, ils font vendredi, dimanche, lundi au lieu de dimanche, lundi, mardi. Et tu sais, quand j'avais texté Frank en disant « Hey, c'est pas pire, Raw », ils ont enfin compris que tu peux faire un segment d'ouverture avec un peu de chair autour de l'os. Et là, c'était Seth Rollins qu'il fallait faire de quoi avec Seth Rollins. C'est ça la beauté, c'est que là, on a utilisé... Seth Rollins a des comportements, mettons... je veux pas dire douteux, c'est pas ça le mot. Mais... Il est sur Twitter depuis... Il cherche, on dirait, du beef sur Twitter de manière... douteuse, c'était bien. Ça fonctionnait pas. Il a reproché des affaires à du monde où c'est comme t'es champion du monde, ferme ta gueule, arrête de blaster Kenyo. En tout cas, tout ça pour dire que là, on a comme incorporé ça à son personnage. Qui commence en faisant un speech qui se veut motivateur, mais en même temps là, qui se met à blâmer tout le monde.
Puis la curve était super. Ça, là, c'est pas une longue courbe difficile à prendre où tu te bats avec le volant. Là. C'est une petite curve qui était super facile. À 2 doigts, là, tu sais, comme juste, mais relax. En prenant un gorgée de ton 41 dans le char, là, puis le monde voulait ça. Ça faisait 6 mois que Seth Rollins n'avait pas fait une promo qu'on avait le goût d'écouter jusqu'à la fin. Une promo qui n'était pas juste la répétition des mêmes lignes. Hein? I'm gonna burn it down. Ben oui, Chris, on le sait. Là. Ouais, non, c'est ça. Le Rah Rollins, là, au moins, il avait une utilité. C'était pas juste, comme tu dis, faire la promotion de Hey, vous avez vu ça la semaine passée, puis vous allez voir ça, tu sais. John Cena des pauvres. Puis là, son personnage peut redevenir intéressant, ce qu'il l'était plus depuis des mois. Non, c'est ça. J'espère juste qu'au cours des prochaines semaines, on va se mettre à réentendre. Son petit rire si gossant. Puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec AOP. Parce que là, on a teasé peut-être qu'ils pourraient devenir les hommes de main. Les nouveaux J&J Security. Ouais, de manière beaucoup plus ils ont pris du juice. Ouais, c'est ça. Mais encore là, tu sais, ça fait quoi, 3 ans là, de ça, 4 ans de Rollins Corporate et tout ça. Puis ils se sont probablement juste souvenus que hey, ça marchait bien, Seth Rollins. Ça a l'air d'être le début de quelque chose. Ça ne sera pas The Authority et tout ça. Mais ça va être Rollins en méchant un peu couillon qui a besoin de backup. Puis qu'il y a des motivations qui sont crédibles aussi, parce qu'il est persuadé qu'il fait ça pour le bien de la marque. Donc, tu sais, quand tu as des personnages de méchants qui sont persuadés que c'est eux le héros, c'est ça, puis qui sont un peu delusional. Thanos did nothing wrong. Ben, c'est ça, exact. Donc, tu sais, si c'est ça la direction, go for it. Bon, là, à date, ça a l'air d'être Randy Orton qui est dans son chemin puis qui est haut. Ben oui, mais Kevin Owens, en fait... non seulement ce segment-là, je le trouvais bon, mais quand j'ai constaté que ça finissait avec Kevin Owens qui avait l'air du top guy, du top face de la compagnie, là... je savais que j'avais passé une belle fin de semaine de lutte avec TakeOver puis avec Survivor Series, malgré les petites réserves pour Survivor Series, mais ce segment-là m'a donné envie de réécouter Raw et non pas juste les événements spéciaux. Je me suis dit, Raw n'a pas d'histoire intéressante depuis un petit bout de temps. Celle-là, par contre, m'intéresse. Ça m'a donné le goût de regarder certains segments de Raw. Ouais, parce que le deuxième segment, c'était Bobby Lashley. C'est pénible. C'est pénible. Rusev Unleashed... Il a donné un coup d'un gosse? Je sais plus. C'était pas rendu ridicule. Il l'a comme poussé en bas du stage. Là, puis hey, je suis tanné de ça. Moi, je les écoute pas, ces segments-là. Puis j'écoutais pas Chamania, justement, je pense qu'hier. Puis là, ça date d'une couple de semaines, je pense. Mais quand Lana parlait du Restraining Order à 90 miles, puis là, il dit... Ça y a pris comme 3 fois avant qu'elle réussisse à dire rester 90 pieds, tu sais. Puis c'était juste drôle. Mais c'est pénible. Mais semble-t-il en fait que ces segments-là demeurent super populaires sur YouTube puis que ça fait parler. Fait qu'en même temps, si ça fonctionne auprès d'une certaine partie de l'auditoire, ben on peut comprendre la compagnie de continuer dans cette direction-là tant que c'est pas le main event. Comme d'habitude, les gens font partie du problème. C'est bien dit. Un mot sur la situation de Mauro Ranallo. Super job, comme d'habitude, samedi soir. Pendant le gala, Corey Graves a tweeté quelque chose qui disait en gros, tu sais, tu as un Hall of Fame WWE et un ancien champion ROH. Ça serait le fun de les entendre un peu. C'est comme un dig à Mauro. Là, après ça, on apprend que Mauro ne sera pas là à Survivor Series pour décrire les matchs qu'il était supposé décrire, entre autres l'affrontement entre Cole puis là, Corey Graves garde sa ligne entre guillemets sur Twitter toute la journée dimanche. Tous les gens qui le confrontent, entre autres les Dave Meltzer, les journalistes, il lui dit comme vous dites n'importe quoi, que c'est de ma faute. Appelez-moi donc si vous voulez avoir des vraies infos au lieu de juste écrire n'importe quoi. Puis là, finalement, le lendemain, finit par s'excuser en disant je voulais juste faire comme un peu du brand warfare entre les commentateurs. Mais c'est extrêmement... On s'entend là que sur les réseaux sociaux, Corey Graves commence à être lourd. Très lourd, très imbu de lui-même. Puis c'est pas le genre d'affaire que tu... On s'entend qu'à la base, dans le monde de la lutte, quand tu veux worker quelque chose, les deux parties sont supposées être au courant. Là, tu peux pas juste worker un gars qui n'est pas au courant, qui a des problèmes de santé mentale, très connus de santé mentale, qui est fragile là-dessus, puis que là, tu y envoies un coup de batte en arrière de la tête. Puis non seulement il n'était pas là pour Survivor Series, mais il sera pas là. Il n'était pas là NXT, en fait hier soir pour NXT. Donc on espère qu'il va revenir bientôt. Là, je veux dire, moi j'étais, je trouve que Corey Graves
disons, à l'écran, au micro, fait encore une job honnête. Cela dit, ça a quand même beaucoup contribué à me faire perdre du respect pour lui. Puis surtout dans la mesure où on a eu beaucoup droit à Nigel McGuinness à Survivor Series. Bon, on l'a beaucoup entendu en fin de semaine. C'est lui aussi qui faisait le commentateur de couleur, si on veut, de War Games. Et je trouvais qu'il faisait déjà un bon travail, mais je me dis que ce gars-là pourrait éventuellement être une menace pour le siège de Corey Graves. Ben, c'est surtout que Graves, Frank l'a souligné, c'est que là, il work des gens qui work personne. Mauro Ranallo, il work pas. Mais non, c'est ça. Mauro Ranallo, il call les matchs comme il call la boxe, comme il le fait avec le MMA. Il apporte un côté très sport légitime et c'est correct. C'est pas tout le monde impliqué dans un gala de lutte qu'il faut qu'il soit impliqué dans la lutte. Je pense par exemple c'est pas tous les arbitres qui bumpent, c'est pas tout, tu sais. C'est pas parce que tu es à la table avec la cloche puis le ring bell que tu vas prendre un bump. Donc, tu sais, Mauro est comme arrivé, puis c'est comme s'il avait donné un coup de chaise au gars qui tient la cloche, puis comme t'es là, tu sais, sois prêt. C'était inutile, mais c'est correct que Corey Graves work du monde, mais comme Frank dit, faut que le monde soit complice à ça, sinon c'est juste... T'sais, je vais pas rentrer dans le bureau de quelqu'un à la job que j'aime correct. Je suis comme, hey, t'es un esti de tata. Ça marche pas, là. Si on s'entend qu'on fait quelque chose, qu'on fait une prise de lutte, que je te prends, que je te passe au travers de la table, c'est de la lutte. Si t'es pas au courant, puis que je te prends, puis que je te passe au travers de la table, c'est de l'assaut. C'est là la différence. Puis Mauro est justifié de juste faire comme non. C'est comme, j'ai pas à endurer ça. C'est d'autant plus, je dirais pas malhonnête, mais hypocrite de la part de Corey Graves dans la mesure où l'essentiel de son personnage de commentateur, c'est couper la parole aux gens, puis comme leur dire que ce qu'ils disent, c'est de la merde. Donc là, de reprocher à Mauro Ranallo de pas laisser la parole aux autres, alors que on les entendait tous, les trois commentateurs. C'est sûr que Mauro prend plus de place. C'est lui qui fait le play-by-play. Quand tu écoutes la WWE, ben, tu entends quand même plus Michael Cole que Corey Graves. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc, non, c'était vraiment un mauvais choix de la part de Corey Graves d'y aller de cette envolée-là sur Twitter. Fait que là, la WWE a tellement gagné la fin de semaine que All Elite Dynamite passe un peu dans le beurre hier soir. Il y a eu du bon stock, honnêtement. De ce que... Moi, je voulais commencer par All Elite Dark. J'en ai parlé vite hier. Je l'ai écouté, Dark, cette semaine. Ça part avec Pentagon contre Trent. On parlait là, des équipes que tu peux les splitter pour faire des combats solo. C'était cool. C'était pas rien de marquant, là, mais un bon 10 minutes. Trent a gagné, je pense. Là, les Best Friends ont gagné hier soir. Il va affronter en solo ensuite Phoenix la semaine prochaine. Parce qu'on essaie de les établir fort. Là. Dark n'est pas hors méta. Il se passe d'affaires. Puis ce qui s'est passé dans Dark aussi, c'est que Kenny Omega commence à retrouver son juice. Était avec la ceinture AAA. Donc, il était annoncé comme champion. La ceinture était sur place. Et il a boulié, là. C'est Jack Evans, son nom, je me souviens pas. Jake, je pense. Il l'a varlopé. C'était un Kenny Omega confiant, cocky, qui a passé sur le corps d'un prospect. Puis qui a battu Pac. Qui est allé battre le Pac à la main. Donc, il s'est remis en ligne pour aller pogner Moxley. Et là, Moxley, lui aussi, a annoncé ses couleurs. Jericho ou Jerry Goat. Donc, parce que c'était la célébration du champion. Arrêtez d'amener des animaux vivants, par exemple, dans des arénas de monde qui crient. Là. Il avait déjà fait ça avec un chien. L'autre fois, le chien n'avait pas de fun. La chèvre n'avait pas de fun non plus. Là. Pas de fun, mais la célébration de Jericho avec Virgil, avec son père, avec des cadeaux, avec une bonne défense de titre aussi contre Scorpio Sky. Il y avait des shades de Festival of Friendship un peu dans ça. Là. Mais c'est ça, mais tu sais, ils ont eu une petite semaine, mais il s'est passé des affaires. Jericho contre Moxley, si c'est ça le plan pour le prochain pay-per-view qu'on nous installe. Oui, ça va très, très bien. Nouveau segment vidéo aussi pour faire la promotion de Dark Order, qui désormais, alors que les gens qui ne connaissaient pas d'entrée de jeu semblaient tout à fait, disons, insensibles à leur travail. Tout d'un coup, en 2 semaines, j'ai l'impression qu'il y a un buzz qui se fait autour de eux. Le côté culte fonctionne. Je pense que c'est bien. C'est vraiment un les shots avec tout le monde avec des masques de minions. J'aime qu'ils prennent l'espèce de pas de recul. Au début, Dark Order, ça faisait très... On tripe sur les Pentagones, puis on sacrifie des chèvres. On a regardé là, comment on est méchant. Là, c'est plus Fight Club-ish. On est une gang. T'sais, là, OK, on donne de la matière à tout ça.
Ça, c'est intéressant. Si vous l'avez regardé au complet, vous avez vu que Cody s'est fait attaquer par 2 gars que nous, on connaît au Québec puis au Canada anglais, The Butcher and the Blade. Parle pour toi. Sont venus à la FLQ, sont venus à la C4. Ils ont travaillé le territoire quelques fois. Donc, aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de commentaires de « C'est qui ces deux-là? » On Il y les avait connaît un chant, en fait, qu'on entendait « Who are you? Mais C'est au ça. moins, ce qui les a aidés un peu, c'est que contrairement à juste de Dark Order où personne les connaissait, là, les 2 gars sont arrivés, personne ne sait c'est qui, mais après ça, on révèle Ali comme étant leur manager. Puis au moins, elle, on l'a déjà vu. C'est ça, elle est en rivalité avec Brandy Rhodes. Donc, tu sais, c'est pas juste de nulle part, mais ça se peut que vous les connaissiez un peu. Moi, je trouve que c'est bon signe. On les a vus travailler. Je suis comme content de les voir. J'ai hâte de voir comment ils vont les utiliser. Mais là, on fait juste mettre plein d'obstacles à Cody. Là. Comme, c'est bon, Cody. T'as perdu ta chance au titre. Tu peux plus te défendre. T'as MJF. Puis là, on rajoute des méchants dans le chemin. Là. Il va falloir qu'ils fassent la trail de je bats lui, je bats lui, je bats lui, je bats lui. Je haïs pas ça. C'est le fun. MJF qui gagne la bague en diamant et qui va feuder avec Diamond Dallas Page, on dirait à 63 ans. La bague, c'est n'importe quoi. Mais regarde, ça donne du jus à MJF de se vanter que c'est lui le premier. Puis il va en rajouter une couche. C'est correct, mais c'est une bague. Là. Mettez donc un mid-card title tant qu'à ça. C'est ça. Ça va venir plus tôt que tard. Fait que, même une petite semaine dans le Elite. Du stock encore. Là, moi, je vais vous donner l'étoile de la semaine, OK? L'étoile de la semaine. Ouais. Parce que c'est pas Rhea Ripley, c'est pas Keith Lee, c'est pas Adam Cole, c'est Mathieu fucking Poulain, arrêtez-moi ça. Qui à la soirée est encore jeune, à la radio d'État, devant un grand public, a expliqué l'histoire entre Ric Flair et Shawn Michaels. Puis il braillait quasiment. Puis bravo. Ben écoute, ça fait plaisir. Si je peux contribuer à diffuser un peu l'intérêt pour la lutte dans les hautes sphères intellectuelles, eh bien, ça sera au moins ça de gagnant dans ma vie. Moi, je pensais que tu allais dire Orange Cassidy déguisé en dinde. Moi aussi. Continuez de nous J'aurais été écouter. content. On est sur iHeartRadio. Super. Voilà. Good job. Elle est tellement meilleure que Tim et Guillaume. Là, on va se dire les vraies affaires. J'aime ça quand elle nous fait des décomptes. Elle a un petit accent anglophone. Là, le 4, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis bon, ben allez lire Masturbatorium. Tu n'as rien qu'une critique la semaine Moi, prochaine. je vous dirai pas de lire Victor Lévy-Beaulieu. C'est non. Ça, c'est non. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. All right. Tous les trois, espérons-le. Ah oui. Là, je vais essayer d'écouter de la New Japan. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de New Japan. Le pire, Japan. c'est ça, effectivement, ces temps-ci, c'est comme un petit peu une période creuse. Mais c'est la Tag League, là, il y a du bon stock, fait que je vais essayer. Bon, ben, soyez là la semaine prochaine, on va avoir plein d'autres choses à vous jaser. Ciao, bye. Salut.